Bonjour Raphaël, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et pour quelle société tu travailles? Bonjour, je m'appelle Raphaël Pérez, je travaille pour une société qui s'appelle Open Search Server. Nous sommes un éditeur d'une solution de moteur de recherche d'entreprise qui permet donc de faire de la recherche sur des données non structurées, avec la particularité que notre produit est fourni avec une panoplie d'API qui lui permet d'être intégré dans tout type d'application de manière embedded pour faire ce qu'on appelle site internet, application par exemple de gestion dans lequel on met de la fonction à la Google pour toujours faciliter l'accès des données à l'utilisateur en corrigeant ses erreurs ou en les prenant en compte dans les requêtes. D'accord. Alors donc ça c'était l'activité de ta société. Est-ce oui. que tu peux nous dire quelles sont tes prédictions ou tes prévisions pour 2012? Qu'est-ce qui va se passer selon toi? En 2012, il y a un phénomène qui est très fort qui est celui du cloud. Ouais. Le cloud parce que ça permet, les données en nuage, ça permet à une entreprise, une PME, de ne pas avoir à gérer ou à payer une entreprise pour gérer son infrastructure de serveurs. D'accord. Donc il y a des opérateurs qui vont proposer ces infrastructures et qui seront automatiquement dimensionnables, croissantes ou décroissantes pour les besoins de chaque client. Et c'est de l'Amazon, c'est Orange Business et autres. Ça c'est la tendance numéro 1, le cloud. Ça c'est la première fois. C'est une grosse tendance. Ces vidéos, etc. Voilà. Elle a aussi une implication dans mon métier en particulier parce que les applications de recherche, et c'est une deuxième tendance très forte depuis quelques années, mais en 2012 je pense que ça va être l'apogée. On parle beaucoup du big data, mais le big data c'est en fait l'utilisation de technologies qui sont issues du search à l'opposé des technologies issues de la base de données qui permettent de traiter des grands volumes de données. Et pour fournir ces solutions et les permettre de les rendre accessibles de la manière la plus simple en termes de distribution, elles vont être portées dans le cloud, proposées dans le cloud. Donc c'est la deuxième tendance, ça reprend un peu le cloud, mais c'est surtout les usages vis-à-vis des données qui se font sur des moteurs de type search pour les traiter et arriver aux objectifs du big data. Donc comme ça on a beaucoup plus de facilité à exploiter ces données, à les récupérer, à les travailler, puisqu'on n'a pas les limites du serveur, de la machine, etc. Et de localisation. On aura accès à la feature de partout. Que l'on veut. Exactement. Tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Et la troisième tendance, elle est très conjoncturelle. Moi, je suis plutôt un homme de techno, mais on ne peut pas mettre de côté la situation économique globale. Ouais. Et que ce soit pour les start-up, pour les entreprises. Le maître mot, c'est d'avoir de la rentabilité ou de ne pas faire de pertes. Et donc, ça veut dire, puisqu'on est plutôt du point de vue des entreprises et des entrepreneurs, penser à mettre dans les solutions qu'on amène à des entreprises de la valeur ROI. Pas seulement de dire on a fait le plus beau mouton à 5 pattes, c'est d'expliquer à quoi ça sert, comment ça va faire réduire des coûts, ou faire que les clients aiment mieux les produits. C'est ce qu'on fait par exemple quand on parle avec un éditeur de gestion, ce qu'on essaye de faire tout modestement, quand on parle à un éditeur de gestion et que l'on fait des prototypes avec lui, de mettre nos technologies pour permettre de trouver plus facilement des factures et autres, des features qui vont lui permettre de mieux vendre son produit ou de conserver ses clients parce qu'ils seront plus heureux plus longtemps, ou peut-être de pouvoir les vendre un peu plus cher que les concurrents. Ouais, donc toujours avoir le ROI en vue quand on propose un produit, un service. Ne pas être déconnecté de la réalité économique d'aujourd'hui, parce que les crises en fait on s'y habitue plus qu'on peut attendre des rebonds. Vaut mieux s'y habituer avec des bonnes armes et les transmettre à ses clients. Donc bien savoir vendre et promouvoir son produit et ses services. Ça c'était la prédiction numéro 3. En proposant aux clients des solutions qui lui permettent de garantir que ça va l'aider lui aussi à mieux faire son business. C'est ce qu'on appelle l'innovation utile alors? Ça s'appelle l'innovation utile et on a d'ailleurs la chance, nous, d'être soutenus non seulement par Oseo depuis quelques mois et de faire partie depuis quelques jours du pôle de compétitivité systématique, donc le pôle francilien de l'IT et des logiciels. Oh, bravo! Ouais, c'est bien. Alors, on découvre un écosystème très riche en innovation de boîtes très intéressant. On est tout nouveau, mais on a envie de continuer longtemps là-dedans. D'accord. Alors là, on a vu tes prédictions, tes prévisions pour 2012. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant comme conseil pour ne surtout pas rater son année? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Quelles seraient les erreurs qu'on pourrait faire et qui feraient louper cette année 2012? Donc bien sûr, je pense qu'il va dire qu'il faut exploiter les données qu'on a dans son système d'information. Oui, il est clair. Alors, je vais même partir d'un peu plus haut. Il faut faire attention de ne pas faire de dépenses inconséquemment. Ouais. D'accord? Pour ce faire, plutôt que de faire des campagnes marketing dont on ne mesure pas toujours très bien la rentabilité dans des marchés qui ne sont pas en croissance, traitons mieux les clients que l'on a, analysons mieux les données historiques que l'on a générées pendant les historiques. Et ça, ton moteur de recherche permet de le faire? Mon moteur de recherche, des outils différents, ce sont des outils d'analyse de données qui permettent de le faire. On en fait partie, mais c'est un commentaire général.
Deuxièmement, je vais donner deux autres conseils. Un du côté des entreprises innovantes et des entrepreneurs. C'est le conseil de tout à l'heure. Il faut penser en termes des attentes des entreprises. Il faut qu'elles aient des solutions qui ne soient pas des aventures financières. C'est fini ça. Dans les offres technologiques, il faut avoir des idées, donner des tendances, ne pas arriver dans un environnement à 360 degrés de tout possible. Si on doit créer soi-même sa demande, c'est compliqué parce qu'il faut convaincre, il faut du temps pour expliquer la demande, tandis que si on a quelque chose qui est un peu plus mature, un produit qui est mieux ficelé, c'est beaucoup plus simple d'expliquer son... Exactement, ça aide beaucoup. Donc ça c'est du côté des entreprises, et puis des côtés des sociétés, je pense que on parle du chômage. Le chômage, c'est la délocalisation. C'est donc qu'il faut qu'elles soient très bien conscientes et capables de promouvoir leurs valeurs ajoutées qu'elles ont en interne et sur les marchés où elles sont présentes pour être moins dépendantes de ce qu'un habitant de pays étranger, pour pas citer de nom de pays, pourrait faire de la même manière beaucoup moins cher et presque plus vite souvent. Donc pour se concentrer sur la valeur ajoutée, sur le service, sur l'innovation, c'est ce qu'a fait la France aujourd'hui avec un de mes hobbies qui sont les avions de chasse. Après longtemps, on a semble-t-il un accord avec l'Inde pour un marché de 126 Rafales. Pour faire ça, là, ce qu'ils discutent maintenant, c'est pas le prix du Rafale, c'est je te donne les Rafales, je te fabrique les 30 premiers et après je t'apprends à faire les autres. Dans cette deuxième phase, qu'est-ce que la France doit garder pour lui permettre de développer le Rafale 2 et qu'elle peut transmettre à des pays à main d'œuvre moins chère, à la fois parce qu'ils deviennent des nouveaux partenaires et parce qu'on se focalisera sur des choses nouvelles. D'accord, donc c'est important, c'est se concentrer sur sa valeur ajoutée et savoir déléguer peut-être ce qu'on ne doit pas faire en interne. Viser l'essentiel exactement de cette manière-là. Ok, merci Raphaël. Merci à vous. Plus pour ta solution, donc ça s'appelle Open Search Server. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on peut aller Le plus simple, c'est de faire une recherche sur Internet, dans un moteur de recherche comme Google, par exemple, sur Open Search Server. Collé, pas collé, avec des tirets ou pas. On est normalement trouvable sous toutes ces manières. Alors, une dernière chose, justement, tu parles de Google, du moteur de recherche. Quelle est ta différenciation, quelle est ta valeur ajoutée par rapport à un moteur comme Google? Alors, Google, pour le grand public, c'est pas clair, mais pour les gens du métier, Google, c'est un portail. Une société qui a un portail et qui propose à des gens des revenus, des opportunités publicitaires sur le portail. Et le portail a une technologie qui permet de traiter les requêtes des gens. Nous, ce que nous vendons, c'est seulement une technologie qui est exactement la même que celle de Google. Google a une particularité, c'est qu'il gère des milliards de sites web. Nous, on ne sait pas gérer des quantités aussi énormes, mais on sait traiter la même partie. Voilà, on ne va pas à ce niveau-là. Par contre, on a les mêmes traitements syntaxiques et lexicaux. Par contre, que nous, on amène à des entreprises qui peuvent, en les mettant dans leur site web, c'est très facile. Si vous venez de devenir des apporteurs d'affaires de Open Search Server, on serait très heureux. Vous allez sur un site de commerce et vous tapez par exemple téléviseur avec un S ou sans S, et avec une faute d'orthographe. Et si vous n'avez pas les produits que vous voulez acheter, c'est qu'il faut qu'ils achètent un moteur de recherche comme le nôtre, parce que les moteurs de base de données qu'ils utilisent probablement sont dépassés depuis 4-5 ans au profit des solutions comme les nôtres, celles de notre société et celles de nos confrères. Donc en fait, c'est un moteur de recherche intelligent qui permet en fait de compenser les erreurs, de proposer intelligemment des solutions ou des résultats que la personne aurait aimé et trouvé si elle avait fait une erreur. Le résultat qui est produit pour nos clients est cela. Et pour faire ça, ils ont avec notre produit un produit plutôt très très simple d'usage, un produit éprouvé puisqu'ils travaillent depuis 4 ans en entreprise, et surtout un produit dans lequel ils ont le choix de ce qu'on appelle, excusez-moi du jargon, les analyseurs syntaxiques. En fait, quand on tape une requête, il y a une série d'analyseurs qui va la lire. Par exemple, le premier analyseur va enlever les accents ou enlever les majuscules, mais après il va extrapoler sur les noms propres. Exactement. Donc nous on travaille en 17 langues, on a 20 analyseurs, et ce qu'on propose surtout à nos clients, c'est qu'ils ont chacun l'entière liberté de choisir quel analyseur, dans quel ordre appliquer, parce que la contrepartie de ça, c'est que plus on met d'analyseurs, plus il faut des serveurs conséquents et coûteux. On a des réponses d'une précision énorme, mais franchement, d'où on part aujourd'hui, les temps de réponse sont pas trop un problème, parce que nous ne sommes pas des bases de données. Dans l'algorithmique, donc vraiment dans ce qu'il y a au cœur du produit, ce qu'il fait marcher, c'est des méthodes qui marchent très très vite avec des milliards de données. Donc ajouter des filtres n'est pas très pénalisant. Il faut d'une infrastructure en conséquence. D'accord. Merci pour toutes ces informations, Raphaël, et à très bientôt sur Open Search Server. Tout à fait. Merci beaucoup.